La tournée des Baladines par Bruno Massé. Chapitre 1. Le carrosse. Une faible pluie avait gagné le village de Fond-du-Barry au coucher du soleil. Une petite brume, vraiment, mais suffisante pour que des gouttelettes s'infiltrent dans le toit du carrosse. Les lattes mal réparées durant l'été s'étaient décollées avec l'humidité, offrant une infime craque où se forme maintenant une goutte solitaire, nourrie par l'humidité jusqu'à ce qu'elle se gorge, froide et bien ronde, et tombe, droit sur la nuque de Viv. Oh! Assise à la vanité, celle-ci retient l'envie meurtrière de balancer les crayons, crèmes, tampons et tout le patatras aux quatre coins du carrosse. Un frisson lui secoue l'échine. Elle s'incline vers le miroir craquelé, résolue à terminer le maquillage au plus vite. À la lueur de la lanterne, ses propres ennuis lui sont reflétés, ancrés dans l'expression de ses yeux qui brûlent, le regard pénible à soutenir, comme à l'habitude. L'iris mauve larmoyant, la sclère traversée de vaisseaux injectés de sang, les paupières enflées qui papillotent. Chariot à bouse. Viv plonge ses doigts glacés dans la crème blanche, couvre la peau de son visage en mouvements circulaires pour cacher les traîtres signes. Toutes ces veines noires qui sillonnent depuis les côtes de ses joues et ses tempes et s'étiolent vers le centre de son visage, évoquant le motif de branches d'arbres morts. Il est impératif de dissimuler toute trace des rameaux, au risque de gâcher la surprise, ruiner le subterfuge du cirque des Baladines. Inconsciemment, les veines lui rappellent la rance. Viv saisit une petite bouteille opaque et verse 3 gouttes noires de jet dans une demi-tasse de thé au mur, enfouit la bouteille précieusement dans les poches de son pantalon. Le rance calme la douleur, lui permet de fonctionner, de performer. Ses veines noircies ne sont qu'un effet secondaire, un mal nécessaire. Elle vide la tasse d'une seule lampée, mais ce n'est pas le goût âcre et pourri de la teinture qu'elle regrette, plutôt de ne pas avoir profité de l'infusion quand c'était encore chaud et fumant, maintenant qu'elle grelotte. La gorgée a l'effet d'un glaçon sous sa poitrine. La tasse cogne sur le comptoir. Saleté de chariot à bouse. Mais personne ne l'entend grommeler. « Quelqu'un a vu mon corset rose ?» tonne soudainement Jehanne. L'artiste sillonne l'allée centrale en faisant grincer les roues du carrosse, ses pieds nus évitant de justesse lutte, tambour et sac de jute. Dans la foulée, sa blouse déboutonnée glisse lâchement sur ses coudes. « Je jure, il était là il y a 1 seconde. »« Tu veux dire le rouge? » En profite sa partenaire Jocasse pendant qu'elle fignole son masque, assise sur un coffre, la robe retroussée jusqu'aux cuisses. Prévisible, Jehanne mord à l'hameçon et s'emporte. Non, il était rouge, c'est-à-dire jusqu'à ce que notre Vive, ici, soit corvée de lessive. Pas encore cette histoire, pense cette dernière. Au-dessus du miroir, une série d'affiches sont épinglées dans le mur du carrosse, fripées et craquelées. En lettres sinueuses, le cirque des Baladines, mélodie, merveille et chaos. À l'endos, une carte avec l'itinéraire, 100 de dates, autant de villages. Au printemps, après le premier spectacle et une bouteille de trop, Jehanne était venue rebaptiser chaque arrêt. Après 8 mois de tournée, les derniers gribouillis listent 3 lieux seulement. Fond-du-Barry, Trou de Boîte, point d'exclamation. Puis, 2 lieux ajoutés à la main, encerclés avec un point d'interrogation. Piège à con, passez tout droit, mauvaise idée, non. La grande finale. Viv n'aurait pas pensé qu'il était possible de voyager autant, de parcourir cette distance étourdissante et de conserver quand même l'impression de ne pas bouger.
Peu importe où les baladines allaient, le paysage, l'heure ou la saison, le carrosse semble fixé dans le temps et l'espace. La même rengaine. « Il a toujours été rose !» rétorque Jocasse, sans relever le nez de ses lacets. « Tu t'en souviens pas, mais le tailleur utilisait des lanternes colorées. Fuchsia, tu disais. Mais mademoiselle m'écoute jamais. » « Oh !» s'offusque Jehanne. « Donc, on commence complètement à poil ?» Jocasse esquisse une moue, hésite, se ravise. « Ça simplifierait certainement les choses. » Le maquillage de plâtre terminé, si ce n'est qu'un peu bâclé, Viv déroule enfin son masque, une bande de dentelle noire attachée à l'arrière avec des crochets argentés. Le mince film obscurcit sa vue, mais a l'avantage de receler le dernier indice de ses yeux rougeâtres. « Et toi ?» lance-t-elle alors tout haut. « Tu serais pas couché dessus par hasard? » La silhouette de Cataline est à peine visible, immobile, et à ce point, quasiment partie des meubles. Étendue de tout son long sur un amoncellement de rideaux et de caisses, ses membres étirés nonchalamment dans toutes les directions, à des angles obtus. Seul son cou reste droit, tandis qu'elle fixe vaguement vers le ciel, l'attention perdue à des lieues de là, sans broncher. Grise. Sa robe de scène, déchirée en lambeaux par exprès. Grise. Son visage cendré, sa chair simultanément souple et ferme, révélée à travers les accrocs du tissu. Les cheveux blancs, ébouriffés, pleins de nœuds, et ses prunelles laiteuses par les cataractes. Grise. Cataline pour catatonique. La question impromptue réussit à faire taire Jehanne et Jocasse, pour qui chaque signe de vie de la part de Cataline est un événement en soi, et elles retiennent leur souffle. « Baladine !» s'écrie tout à coup une voix éraillée. « Jusqu'où va-t-on, les filles? » Lorsque Muriel fait irruption dans le carrosse et brise le silence, le duo félin des deux J fait volte-face, mais Viv faillit tomber en bas du tabouret. Une autre constante de l'interminable tournée. Muriel semble perpétuellement en scène avec ses cheveux pourpres resplendissants, ses grands yeux expressifs, sa voix portant, une langue aussi fourchue qu'agile. Toujours la bonne réplique, l'intonation exacte, chirurgicale. Autrement louangé, son charisme et son moral infléchissant sont maintenant redoutés, puisqu'il est temps de mettre l'épaule à la roue, d'affronter le village et de performer. Encore. « Ça promet ?» s'exclame la meneuse. « Notre plus grande foule à date! Wow! Et peut-être la plus payante. Franchement, ça va être puissant. Pouvez-vous le sentir? » Les clameurs de la foule sont bel et bien audibles, tandis qu'elles s'amassent dehors. Or, ce n'est pas le mot payant qui retient l'attention des baladines, mais bien le nombre, l'appréhension, la peur de la horde ignorante et bien arrosée. Jehanne tente nerveusement. « Ça sent plutôt le fond de tonne et... » Muriel l'interrompt d'un simple geste de la main. « Alors, jusqu'où va-t-on, les filles? » Sans attendre une réponse, la meneuse entame une inspection le long du carrosse, et les roues grincent à chaque pas, les instruments résonnent. « Baladine !» chantonne-t-elle. « Le rêve et les merveilles, l'ivresse de nos chants et la frayeur de nos corps, jusqu'à hanter les nuits de ces terres et de toutes les prochaines. Ah! Le chaos, le chaos. » Alors, dites, jusqu'où? Ce faisant, la meneuse rabat le capuchon de la pèlerine de Viv sur son front, prend Cataline par la main et, comme par magie, celle-ci geint, se lève et s'étire comme un chat. Enfin, Muriel plonge une main jusqu'au coude dans une mer de chiffon
et pêche le corset défraîchi de Jehanne. Rose, avant de lui tendre, d'une révérence exagérée. « Jusqu'à l'océan !» conclut-elle d'un ton triomphal. « Et la grande finale !» Chapitre 2. Fond du Barry. Viv profite de l'entracte pour avancer péniblement à travers la foule, dans les allées improvisées avec des pieux et du cordage, blottie au fond de sa pèlerine en laine anthracite et de son capuchon. Les pans de la cape refermés, tout juste pour laisser sortir ses mains gantées. Son bâton suspend deux objets sur des chaînes. D'abord, le seau de la collecte, et à l'extrémité, l'encensoir, crachant des volutes de fumée blanche, du gaultéri, une mixture savante pour masquer l'odeur du lotus noir. Elle sillonne comme une ombre, seule créature solennelle parmi la foule en délire. Son visage blanc crème et ses lèvres cramoisies tremblent lorsqu'elle psalmodie des vers incompréhensibles. Surtout, maintenir le rôle, ne pas défaillir. D'un maillet, elle sonne le sceau en bronze. D'habitude, ce persona ténébreux suffit à maintenir les plus mesquins et leurs paluches en respect. Mais qui sait pour ce soir? Ils sont venus par centaines voir le spectacle, non seulement les paysans du village, mais également des hameaux à une lieue à la ronde. Sales, rustres, francs, mains cornées et nez morveux. Or, ce n'est pas tant le nombre de bouseux qui embête Viv, plutôt que leur faim et leur superstition. Autrefois, l'automne était l'occasion des fêtes de récolte, des festins, d'abondance. Mais ses ceintures serrées, ses joues creuses, ses yeux hagards confirment que la saison fut comme toutes les dernières, misérable, maigre et empreinte de tragédie. Viv connaît trop bien cette résignation, ce désespoir latent. Si les fermiers boivent autant ce soir, c'est moins pour célébrer la moisson que pour oublier l'hiver qui approche, les horreurs qui hantent leur nuit et le souvenir des disparus. Distraite par ses pensées, Viv ne remarque pas la flaque et vient d'y mettre 2 pieds solidement. La mixture glaciale de bière, de boue et d'on ne sait quoi imprégnant tout de suite ses chaussettes jusqu'entre ses orteils. Mais personne ne l'entendra jurer. Muriel est de retour triomphalement sur la petite scène de fortune et les cris de joie explosent de part et d'autre. « Bonnes gens !» La meneuse fend quasiment les planches de sa prestance, avec ses bottes hautes bouclées 10 fois, sa redingote entr'ouverte sur un bustier, ses manches cernées de dentelles délicates, tandis qu'elle saisit son madelloncelle en bandoulière et gratte quelques cordes. Son visage est méconnaissable, plâtré d'un fond laiteux, lèvres en cœur noir, le motif d'ailes de papillon bleu turquin autour de ses yeux. Un chapeau haute forme lui donne des airs de géante, tandis que ses tresses pourpres comme les plages de l'Anse aux Malices, s'échouent sur ses épaules. Il ne suffit que d'un sourire béat et de 3 accords habiles pour que la foule fonde comme du beurre. L'aria courtisane commence comme n'importe quel chant grivois dont raffolent les prudes de l'Hinterland. Un conte salé, quelques rimes risquées, rien pour choquer, tout pour suggérer. Celui-ci concerne les aventures d'une courtisane de l'Anse aux Malices où chaque jour amène un nouveau guilder. L'ébéniste offre un trône, le vitrier une coupe de cristal, le maçon tout un manoir. On chante le refrain, la foule répond, bref, un truc tout banal. Toutefois, dans la version de Muriel, la belle envoie paître tous les prétendants et jure qu'elle ne trouve sa promiscuité, son destin et son bonheur qu'avec elle-même. Fleur seule en floraison, délice à sa façon.
Les bouseux sont trop séduits pour réaliser le caractère subversif, la contradiction avec leur mode de vie familial. Leurs marmailles, leurs ancêtres, leurs terres piochées 1000 fois, leur sacro-saint sens des traditions. La voix de Muriel n'est certainement pas parfaite. Elle raille, égratigne, mais porte assez pour enterrer toute la foule. Le registre plus grave du mandoloncelle complète le chant avec brio, le doigté expérimenté glissant sur les cordes pour catapulter chaque syllabe. Aucun geste au hasard dans le dessin de Muriel. Pendant ce temps, Viv a tôt fait de rejoindre les autres derrière les rideaux, s'attelle à un vulgaire tambour. Lorsque Jehanne et Jocaste entrent en scène, l'une opposée à l'autre, la cadence est lente, lourde, gravissime. Les deux statues sont impossibles à distinguer. Blanches comme de la porcelaine, portant des masques de cuir dénués d'expression. Elles revêtent des tuniques complexes, composées d'une multitude de bandelettes retenues par des broches argentées. Une lame dans chaque main. Une lame. Dès que la lueur de l'acier s'aperçoit et le traumatisme qu'il évoque, le mutisme s'empare de la foule, des plus vifs aux plus soûls. Le duel se déchaîne sans avertissement, les deux images miroirs faisant face au centre de la scène. Estoc et déflexion, feinte et retraite, tout au rythme effréné du tambour. C'est la façon par laquelle elles enchaînent, se déplacent, le positionnement de leurs pieds nus sur le bois, leurs muscles sinueux et tendus, la force calculée de chaque attaque. Et là, au summum d'un échange violent, l'ouverture, une lame vient déjouer et percute une des broches de l'adversaire de plein fouet. Le dispositif éclot. Une seconde seulement, à peine le temps d'apercevoir le tissu glisser, dérober une parcelle d'épaule avant que le combat reprenne de plus belle. La contre-attaque est également féroce et, à l'issue d'une volée de coups, une autre broche est atteinte, cette fois-ci à la taille, dénudant une cuisse. Dans l'auditoire, le poison du lotus noir a commencé à faire effet, les pupilles dilatées, le souffle court, le sentiment de vertige. Les couleurs semblent étrangement accentuées, les couleurs des torches saignent dans la nuit, les corps valsent, éthérés, leurs mouvements hypnotisants. Le sortilège des baladines. Mélodie, merveille et chaos. Le tambour accélère maintenant, le sang bat dans les tempes. Une des créatures livides appuie ses lames croisées fermement contre la garde de sa rivale. Ses bras arqués puissamment, la forçant à un genou, l'arme tranchante à 1 pouce de sa gorge. Un masque en cuir s'incline, lentement, s'approche de l'autre, des lèvres se frôlent à peine, d'une douceur inouïe. L'espace d'un souffle rauque seulement, et l'autre se libère, culbute à la vitesse de l'éclair, libérant 2 broches de l'assaillante d'un seul mouvement. Rapidement, les combattantes ont abandonné une lame pour tenter de retenir les bandelettes de l'autre main et se démènent tant bien que mal, leur prouesse maintenant hasardeuse, déséquilibrée. Car voilà, tantôt le galbe d'un sein et la courbe d'une fesse, tantôt une cicatrice hideuse révélée. Ces marques visibles évoquant la douleur, la défaite, invitant 1000 autres questions, toujours ponctuées par la menace imminente d'une pointe acérée. Va et vient. Va et vient. Personne n'arrive à saisir exactement l'experte manœuvre qui met fin au manège lorsque la dernière broche de chacune est percutée au même instant et qu'elles échappent leurs lames à l'unisson, fuyant jusque derrière les rideaux dans un battement de cils. Muriel surgit de plus belle, comme si de rien n'était. Bonnes gens! La foule semble expirer, simultanément déçue et soulagée. Une personne vigilante remarquerait que l'épais maquillage avait commencé à craqueler, les fissures donnant à Muriel des airs de poupée abîmée, détraquée, présageant la tournure que prendrait le spectacle.
Mais la meneuse ne leur laisse pas la chance de réfléchir ni de s'échapper. Le mandoloncelle résonne. Ses notes sont tendues, mystérieuses, en mineur. Irrésistible. Vous avez entendu les rumeurs? Entonne Muriel, sa voix empreinte de tristesse. Des brouillards impénétrables, des silhouettes dans la pénombre. Ces pauvres âmes qui s'égarent dans les brumes et ne reviennent jamais. Nous avons toutes perdu des êtres chers. Non, pas ça. Un gémissement est audible à travers la foule. Il est interdit d'aborder le sujet. C'est tabou. Séduits par l'appel des ombres. Mais qui sont ces baladines après tout? Succombants. Comment osent-elles? Capturés. Oh, Ou transformés par les horreurs. par les horreurs. Lorsque Cataline entre enfin sur scène, il est trop tard pour fuir. Elle jaillit des rideaux en marchant sur ses mains, dégoulinant de la tête aux pieds d'une substance noirâtre, visqueuse, d'une odeur rance et sucrée. Sa robe déchirée lui colle à la peau et ses mèches à son front, ses iris gris et opaques, tandis qu'elle foudroie les paysans d'un regard prédateur. Lorsqu'elle sourit, ses lèvres dégoulinent du nectar obscur. Une fascination perverse habite maintenant les habitants. Les questions rationnelles. Est-ce une mise en scène? Comment est-ce possible? Sont les premières à tomber. Bientôt, les paysans sont tiraillés entre la curiosité dévorante et l'envie de prendre leurs jambes à leur cou, et restent écartelés quelque part entre les deux pulsions, sidérés par la danse de la créature. Parce qu'elle danse, Cataline. Ses mouvements simultanément gracieux et macabres, hanches archées, toutes les souffrances de la mortalité semblent expier dans sa chorégraphie sulfureuse. Cataline lève le bras au ciel et accuse toute l'injustice de la mortalité, puis frappe les planches des poings et maudit la terre qui faillit aux cultures. Elle pointe l'audience d'une griffe et les invite à tout abandonner. Gonfler ses rangs pour explorer des landes inconnues et découvrir des plaisirs innommables. Goûter au chaos vivifiant et à la puissance. À chaque geste, des gouttelettes noirâtres giclent sur l'auditoire qui se touchent distraitement, aperçoivent la tache, réalisent qu'ils ont été marqués, teintés, corrompus, tous et toutes pantois. Perdre l'esprit, succomber, joindre l'horreur. La panique est à un battement de cils quand Cataline gagne le centre de la scène, à quatre pattes, rictus béant sur ses lèvres luisantes, un gémissement rauque surgissant des tréfonds. Un bêlement, presque un rire, mais de plus en plus fort, aigu, culminant dans un crescendo à défoncer les tympans. C'est à ce moment que la foule brise. Ce n'est plus drôle du tout. Ces échos dans ce cri, toutes ces voix râpeuses mêlées en une seule chorale, ces chuchotements moites à leurs oreilles, ces vibrations qui se réverbèrent et leur secouent le crâne. C'est le réel cri des horreurs, des vrais de vrais. Le dernier qu'on entend avant de succomber, perdre la boule, disparaître ou devenir catatonique pour toujours. Les premiers couards à fuir trébuchent sur leur propre godasse, la face dans la boue. Ils n'entendent pas que le hurlement a été remplacé. Non, chassés par la mélodie froide et métallique d'un dulcimer sombre et calmant dans toute cette cohue. Parce que Vive est là, seule et solennelle, blottie dans sa pèlerine, yeux bandés par la dentelle, stoïque, droite.
leur sauveuse. Dans une main, un couteau. Dans l'autre, une noix blanche. Même la volaille est calme. La foule, ou ce qu'il en reste, se ressaisit. Sous la mélodie hypnotique, Viv s'avance et, sans hésiter, hisse l'oie bien haut et tranche la gorge d'un geste décisif, expérimenté. Le sang chaud fume et coule de son poing jusqu'au plancher de la scène. Un sacrifice évident. La logique des récoltes, une issue à toute cette folie. Et c'est à ce moment que les paysans sont enfin achevés. Tous les fermiers du village et des hameaux, mains brunes, nez morveux et complètement bourrés, échappent leur bière et se frottent les paupières, jurent et grognent et n'en croient pas leurs yeux. Des effluves écarlates se meuvent et prennent forme, tourbillonnent et s'élèvent, goutte après goutte tournoyante, jusqu'à joindre les tiges, pétales, là, s'envolant dans la nuit fraîche de l'automne, par dizaines, avant de s'évanouir sous les étoiles. Des fleurs d'amarante, des fleurs de sang. Chapitre 3. L'espace noir entre les étoiles. Lorsque Viv réussit à arracher la dernière botte, le schlock de succion a tout le son de la victoire. Précautionneusement, elle tord chaque chaussette poisseuse, l'étend sur la languette de la botte et place le tout près du feu. Ensuite, elle étire ses pieds nus vers la chaleur, écartille les orteils, lâche un soupir de satisfaction. Voilà! Muriel ricane à travers ses mains, accroupie au-dessus d'un bol en bois et d'une cruche d'eau, frottant énergiquement pour enlever les croûtes de maquillage, de crasse et de suie. Chapeau rangé, redingote sur les épaules et bustier relâché. Elle agrémente la routine du chiffon avec une bouteille de vin épicé. « Tes repousses commencent à paraître, » remarque Viv, distraitement. « Je pourrais m'en occuper demain si tu veux. » Loin des villages, la contrée prend des airs fantastiques. Les branches mortes valsent dans la brise, quelques rongeurs farfouillent dans les feuilles mortes, des chauves-souris piaillent au-dessus de la canopée. Le petit campement de fortune est érigé dans une clairière à bonne distance du chemin. Mais le misérable feu lutte contre la moindre brise. Même cachée par l'imposant carrosse et les chevaux, une bûche de trop suffirait à trahir l'emplacement. De l'autre côté du feu, Cataline, enroulée d'une couverture de laine et à peine dégommée, s'attaque à des os avec une roche pour en extirper la moelle. Ses yeux gris fixent dans le vide, mais ses mains la guident expertement à la besogne. « Il en reste si tu veux. » Muriel pointe une cuisse fumante et grasse d'oie dans une gamelle. Une courtoisie, sachant que Viv s'y refuserait obstinément. « Tu vas avoir besoin de tes forces. » Elle tend quand même le vin épicé à Viv qui prend une lampée. Juste avant d'avaler, celle-ci extirpe la fiole de rance de sa pèlerine et, sans regarder, se verse 3 gouttes directement dans la bouche. Muriel grimace. « Je sais pas comment tu fais. » Viv regrette aussitôt, sentant la brûlure et l'amertume tourner son estomac et lui remonter jusqu'au nez. « T'as raison. Mauvaise idée. » 2 gorgées de vin suffisent à peine à enlever le goût, et Viv s'étouffe sur la 3e. Les 2 s'esclaffent. « C'était moins une ce soir, » avoue Viv. Acquiesce Muriel indifféremment. « De la petite bière. Bravo pour le démontage d'ailleurs, je crois qu'on a battu un record. » Si chaque performance était une épreuve, la sortie était certainement le pire moment pour la troupe. Démonter était un mauvais terme. Déguerpir aurait été plus approprié. Rapatrier toute la bastringue derrière les rideaux, en plein applaudissement, malgré la fatigue et la confusion,
dans la peur d'oublier quelque instrument irremplaçable, ou pire, de marcher sur quelque instrument irremplaçable, et surtout que les villageois trouvent leurs esprits, avant qu'elle n'ait pu disparaître dans les ténèbres à grand galop. Pas de temps pour un rappel. « On est trop populaire !» remarque Vive. « Notre réputation finit par nous rattraper. » Muriel vide la bouteille avant de s'attaquer à ses oreilles, la partie qu'elle déteste. Toujours difficile d'aller dans les recoins, et la première chose qu'elle sait, toutes les baladines le lui font remarquer au déjeuner. « Ils peuvent être 1000, commence-t-elle poétiquement. Ou 10 000, muets ou râleurs, forts et fiers ou empotés, on les prend de côté, pas devant. Où on est plus faible, ni par derrière, où ils montent la garde, mais latéralement, où personne ne s'attend. » Pendant qu'elle refait ses tresses, une manche de dentelle se retrousse. Une rare occasion pour Vive de contempler la cicatrice sur l'avant-bras, la marque de l'exil. Elle s'imagine la vie que la meneuse avait pu avoir avant de finir ici. La grande et splendide Muriel, artiste guildaire de lance au malice, performant son rôle sophistiqué dans des tours si hautes et si tordues, à savourer des mets délicats, s'entourer de personnalités excitantes. Tous ces diables et diablesses cloîtrés dans leur nécropole. Décadents, indirects. « On ne performe pas pour nous, » ajoute la meneuse, lasse, s'adressant autant à Vive qu'à elle-même. Je sais qu'on performe pour eux, jusqu'à l'océan. Et la grande finale, complète Muriel doucement, avant de s'enrober dans sa couverture et s'écrouler sur son long, défaite. Une géante enfin terrassée, non sans ajouter « Égard à tous les salopins qui se mettent sur notre chemin. » Vive l'imite aussitôt, frotte ses pieds ensemble et s'enfouit la tête au plus creux dans son capuchon, jamais assez profond à son goût. Cataline a dû faire du même, sans que personne ne remarque, puisqu'elle ronfle déjà. Elle ronfle, la gueuse. Vive soupir. Tout fait mal. Il y a des douleurs familières auxquelles la rance offre un semblant de contrôle. Les yeux qui brûlent, la tête qui élance, les joints qui grincent. D'autres douleurs vont et viennent selon les efforts et les incidents de la journée. Ou sur quelle racine ou pierre pointue elle a eu le malheur de dormir la veille. Au moins, chaque nuit sur la route, elle finit seule avec elle-même, avec sa douleur et ses frissons, mais aussi avec ses pensées. Un privilège à force d'être coincée avec 4 curiosités, quand ce n'était pas la pluie, la grêle ou les orages. Un ciel étoilé. Toutes ces nuées multicolores répandues sur la toile de la nuit, comme de la poussière fixée dans l'infini. Mais ce n'est pas les lueurs qui attirent les yeux injectés de sang, les paupières enflées, avant de dormir, avant de sombrer. C'est l'espace noir. L'espace noir entre les étoiles. Chapitre 4. Trou de bouette. Lunatiques. Tous des lunatiques. Lorsque Vive fait irruption derrière les rideaux, elle ne réalise pas qu'elle traîne de grasses lampées de boue nauséabonde. Elle s'apprêtait à ranger le bâton de collecte et l'encensoir, trop enragée par cette horde visqueuse qui l'a lorgnée comme un morceau de viande durant l'entracte, pour penser à autre chose. Éclate Jeanne derrière son masque de cuir. « T'es en train d'en mettre partout !» remarque Jocasse, qui bat futilement des bestioles du revers de la main et tente de porter renfort à Cataline, qui gît inerte contre un coffre d'accessoires. Elles sont en train de se faire dévorer vivantes par les mouches noires, moustiques et autres plaies du marécage. « Encore !»
exige Muriel, en plaçant une nouvelle briquette de lotus noir dans les mains gantées. Une goutte de sang mêlée de sueur et de plâtre coule d'une morsure à sa tempe. Enfume toute cette foutue scène de merde! La canicule et l'anxiété donnent déjà des airs démentiels à la meneuse. Cette mâchoire tendue, ce souffle court et ces narines qui papillotent. C'est la première fois que les baladines voient la grande Muriel perdre patience. Rien de rassurant. Le spectacle continue! Autant un avertissement qu'une menace avant de franchir les rideaux et de retourner au front, souriante, triomphante, comme si de rien n'était. Vive acquiesce et ajoute une énième brique dans le compartiment. Les effluves de Gaultéry empestent de plus belle et dissipent la nuée. Pour un moment. C'est juste que le lotus noir n'est pas une blague pour personne. Le rance la rend certainement plus tolérante, mais il y a des limites à tout. Et qui sait l'effet sur les autres, sur la foule? « Bonne gens !» s'écrie Muriel sur la scène glissante debout, les 3 notes de mandoloncelle annonçant l'aria courtisane. « Mais regardez-les !» murmure Jehanne en jetant un regard furtif entre les rideaux. « Quelle bande de grenouilles !» remarque Jocasse. Ils sont couverts d'argile de la tête aux pieds, s'empilent incessamment les uns et les autres de poignées fraîches, enfoncés qu'ils sont, jusqu'aux genoux dans le bourbier. Moins d'une centaine cette fois, mais c'est probablement pire ainsi. Plus intime, plus personnel. Ils échangent des courges creuses et boivent voracement, la concoction mystérieuse dégoulinant de lèvres entr'ouvertes, de langues humides. Les mouches les laissent tranquilles. Elles. Qui construit un village dans un marécage de toute façon? Fait Jocasse. Jehanne s'essuie le nez, yeux larmoyants par la fumée. C'est pas un village, c'est un gigantesque trou de bécousse. Pendant ce temps, Muriel arrive au refrain qui fait normalement la joie de tous les auditoires, jusqu'aux plus hardis, invite à répondre et... 0 réaction. Deuxième tentative, sans succès. Juste des formes humaines boueuses qui la déshabillent des yeux. Foule difficile. Ça n'a pas toujours été un marécage, chuchote Vive. Et ces gens étaient différents avant. Leur fierté, c'était les grands pins. Ils exploitaient la mousse de tourbe aussi et la faisaient sécher. On voyait des amoncellements un peu partout dans le paysage. Mais ça valait pas grand-chose, sauf en quantité. Alors, après qu'ils aient vidé les tourbières et rasé les forêts, la marée est entrée et n'est jamais vraiment repartie. Le ciel a tôt fait de bousiller les champs. Maintenant, il leur reste que des dépôts d'argile qui troquent pour du grain et perdent encore au change. Mais ils continuent de creuser. Pourquoi ils se sont juste pas installés ailleurs? Ose Jocasse. Vive hausse les épaules. Ceux qui pouvaient partir l'ont déjà fait. Ceux-là étaient sûrement trop pauvres. Jehanne secoue la tête. Mais un festival de fertilité? Qui veut élever des enfants dans ça? Elles espèrent, veut répondre Vive. L'espoir, ça coûte rien. Comment tu sais tout ça au juste? Demande Jocasse. Trop tard, puisque les baladines peuvent entendre le dernier vers délice à sa façon, suivi de clapotis qui doivent certainement passer pour des applaudissements. Jehanne et Jocasse se secouent la tête et roulent, passés les rideaux, entament leur joute effrénée, n'attendent même pas Vive qui se précipite aussitôt sur le tambour pour battre la cadence. Quand Muriel revient, elle tombe aussitôt à genoux, son chapeau roule. « Ça va aller », assure-t-elle, le visage en sueur. « Ça tourne. Maudite chaleur à la con. On n'est pas censé être en automne? Ça va aller. » Vive tend le cou, sans lâcher le maillet, scrute à travers une craque et des yeux larmoyants, injectés de sang. Là,
Les couleurs des bords des s'entremêlent, les muscles tendus des combattantes indiscernables dans leur danse éthérée, ponctuée par des estocs et parades brutaux. Les rubans qui s'effondrent un à un, comme les voiles d'une galère, valsant sur des effluves de lotus noirs. La réalité chavire. Au-delà, dans la masse immonde, des bretelles de haillons boueux pendouillent, lâchement, un enchevêtrement de membres qui se meut à l'abandon. Par dizaines, des mains glissent dans la vase, cherchent et trouvent, ventre contre hanche, hanche contre cuisse. « Je pense que la scène est en train de caler, » remarque Vive, souffle court. Muriel tâtant le sol pour trouver son instrument. « Hein, quoi? » Vive se secoue la tête. Il y a définitivement un drôle d'angle. Regarde. Ah, donne-moi une seconde. Comme de fait, un cri de surprise surgit à ce moment, suivi de Jocasse qui fit irruption à l'arrière-scène, jurant à travers son masque, une main sur la poitrine, du sang à travers les jointures. Jehanne derrière, la plus paniquée des deux. « Merde, merde, merde !» fit-elle. « Laisse-moi voir. » Juste une égratignure. Hé, une cicatrice de plus. Il faut. Vive se surprend à implorer. Il faut arrêter le spectacle. Muriel, s'il te plaît. Mais voilà le problème, la seule chose qui ne se demande pas, la question qui ne mérite aucune réponse. Un silence de mort tombe, tandis que Muriel se ressaisit, agrippe son mandoloncelle, renfile son haut de forme, émerge sur scène. L'irrésistible chant, les notes en mineur. « Bonnes gens, vous avez tous entendu les rumeurs? » Vraiment? Vive ravale ses insultes et, voyant que Jehanne est occupée à panser la plaie de Jocasse, se précipite sur Cataline, évachée sans le moindre souci au monde, ni des mouches, ni de la vase, ni de la mort. Au hasard, elle essaie de lui balayer les cheveux du front, de lui caresser la tempe. « Écoute, ça va être à toi. » Ses mains tremblent lorsque Vive saisit la vieille gourde dégueulasse en peau de mouton. La mixture épaisse dégouline généreusement, son odeur rance et sucrée. Commencez par le haut, laissez faire la gravité, évitez les yeux. « C'est spécial ce soir, » plaide-t-elle. « Il faut que tu mettes le paquet pour qu'on sorte d'ici, d'accord? » De l'autre main, Vive étend le goudron dans les déchirures de la robe, frotte désespérément, quelques secondes à peine avant le signal. Peux-tu leur donner la frousse de leur vie, la panique totale, complis bagage? Es-tu capable? À défaut de pouvoir l'expliquer, Vive ressent le moment précis où la contorsionniste revient parmi elles. Comme si son cœur battait subitement, à sens contraire, le sang propulsé dans ses veines, lui insufflant la force, la volonté. La puissance des horreurs. Et les pupilles grises de cataracte se dilatent, la trouvent dans l'obscurité. Les mains dextres saisissent la gourde dans un angle impossible, approchent le bec à ses lèvres et pressent la mixture goulûment sur ses dents, sa langue, son menton, sa poitrine. À travers le liquide noirâtre, un sourire terrifiant et un clin d'œil. Chapitre 5. Projectile. Quand l'aiguille perce la peau, une goutte de sang commence à perler, mais se fige aussitôt. Coagule. Contrairement au numéro avec les fleurs d'amarante, Vive requiert peu de concentration pour manipuler ce genre de segment. Le vrai défi est de suturer une plaie de couteau à la lueur d'une seule misérable chandelle. « Qu'est-ce qui a crié au juste ce petit con? » murmure-t-elle. « Moi, j'ai pas peur. » Si Cataline ressent la douleur, elle ne le montre pas. Elle reste allongée sur le plancher du carrosse, tête appuyée sur une boule de chiffon crasseux, dans l'embrasure de la portière.
Son regard laiteux est perdu vers l'orage qui gronde. Là-bas, et le rideau de pluie noyant la lande. C'était probablement le plus terrifié de la place. Entre chaque point, chaque nœud de fil, un nouveau flash illumine la blessure en détail. La taille de Cataline, les instruments, le savon et la cruche d'eau. Le tonnerre suit presque instantanément, assourdissant, suivi d'un lointain, jubilant. Passé le carrosse et les bâches suspendues au-dessus du campement, passé la lisière du boisé et les buissons, une clairière aux herbes folles. 3 silhouettes sont révélées chaque fois qu'un éclair déchire le ciel. Elles dansent nues, sous la douche chaude, se décrassent, piétinent, tendent leur langue vers les nuages et hurlent de joie. Tour à tour, elles s'échangent des courges creuses qu'elles ont raflées à trous de boîte, le nectar sucré et intoxiquant. 3 sorcières dans la tempête. « Comment t'aimes mon œuvre d'art ?» proclame Viv en nouant le dernier point. « Allez, montre-moi l'autre maintenant. » Elle se mord la lèvre en contemplant le corps catatonique, cette chair parfois si forte, maintenant si tendre et vulnérable, et cette vilaine plaie à l'intérieur de la cuisse. Viv se demande comment y accéder pour manœuvrer, s'il ne faudrait pas désinfecter à nouveau, et pourquoi diantre l'acrobate ne voulait pas bouger par elle-même et juste céder pour une maudite fois. « Je vais devoir déplacer ta jambe, » annonce-t-elle. « Je m'excuse, ça va tirer. » Viv saisit délicatement le genou et pousse, se surprend toujours de ne rencontrer aucune résistance dans l'articulation, place un talon sur sa propre épaule, amplement d'espace pour travailler. Voilà au moins qui est pratique. « Hi !» échappe-t-elle en revoyant la lésion. « Mais comment t'as fait ton compte? » Elle qui tentait d'alléger l'atmosphère regrette aussitôt ses paroles. Mauvais choix de mots. Pas comment, plutôt pourquoi? La cohue, la foule secouée violemment de sa transe, une moitié fuyant péniblement dans la boue, l'autre enragée et levant des poings tremblants, faisant volte-face pour affronter l'incarnation de leur pire cauchemar. « C'est ma faute, » réalise Viv. Difficile d'imaginer que la créature de la scène est celle qui gît là, meurtrie et irrémédiablement humaine. Un mystère sur pattes, parce que les horreurs n'épargnent personne. C'est d'ailleurs un sort d'une cruauté inouïe, surtout pour leur entourage. Encore pire que perdre ceux qu'on aime et de garder leur coquille vide, débile et infirme, dérobée d'esprit à jamais. Il ne reste alors que le fardeau de chaque heure et l'impossibilité narguante de ne pouvoir dire au revoir comme il se doit. Une fin pire que la mort. Si Cataline entend, elle ne répond pas et fixe, simplement, vers l'orage et les 3 formes spectrales dans la clairière. Au loin, Muriel et Légie batifolent sous les éclairs qui déchirent le ciel, insouciantes, irrévocablement belles et affranchies, et décidément sans remords. Cette nuit, ni leur danse, ni leur chant n'obéissent à quelque règle que ce soit, juste la pulsion, l'immédiateté et le plaisir. Elles n'ont peur de rien, ni de l'échec, ni du prochain spectacle, ni de la foudre. Cette nuit, pour une fois, elles performent pour elles-mêmes. Et Viv soupire. Elle espérait sincèrement trouver sa place dans ce cirque, quelque part à travers les mois et les aventures. Après toute une vie à être pointée du doigt, méprisée, incomprise et maintenant en marge, même parmi d'autres marginales. Abomination. Encore et toujours à l'écart.
Explique-moi, ose-t-elle, comment la fameuse grande finale pourra changer quoi que ce soit? Des fois, je me demande si tu comprends ce qu'elles attendent de toi, ce soir-là. Un silence pesant. Crois-tu qu'on est autre chose que des projectiles? Et, à la mention du mot, 2 larmes coulent sur les tempes de Cataline et Louise, à la lueur de la chandelle. Chapitre 6. Exclamation. La file s'étend à perte de vue, à la queue leu-leu. L'air hagard, les joues noircies de suie, ils traînent les pieds. Des bonnets gris par les cendres rabattus sur des mines patibulaires, des échines croulant sous le poids des paquets exagérés. Quelques bœufs surchargés se font pousser et beuglent, seule plainte dans cette procession muette. Tous et toutes en file. Jongleurs et jongleuses, musiciens et musiciennes, équilibristes, acrobates, contorsionnistes, funambules, cracheurs et cracheuses de feu, danseurs et danseuses, effeuilleurs et effeuilleuses, illusionnistes, ventriloques, acteurs et actrices, chanteurs et chanteuses, conteurs et conteuses, poètes et poétesses. Même les humoristes à la con. Tous et toutes le long de la route qui mène hors du festival. « Cédez le passage !» implore Muriel aux rênes du carrosse. « S'il vous plaît. Merci. » « Le festival est annulé, » répètent les pauvres bougres. « Retournez chez vous. »« Il ne reste plus rien. Le Seigneur voulait qu'on performe chez lui. Dans son infinie générosité. » Mais misère. Mais faudrait être cinglé, hein? Une invitation empoisonnée, pour sûr. Nous, on tient à notre peau. Et au soleil au-dessus de nos têtes. Non, monsieur. Pas question. Alors, les soldats? Des brutes, plutôt. On a tout mis à la torche. Les tentes, les bancs, les kiosques. Et la scène. Ah, la scène. Il ne reste plus rien. Retournez chez vous. Aucune raison d'aller là-bas. Aucune. Non. Les derniers artistes de la colonne manquent de mots dès qu'il devient évident que le carrosse a bel et bien l'intention de continuer sa route. Dans la file, la préoccupation et les bonnes intentions se transforment en confusion, puis en méfiance. Quiconque va dans un piège consciemment doit nécessairement être dans le coup. Et de toute façon, qui est plus louche, plus fourbe, plus mesquin que les baladines? Elles méritent bien leur réputation. Finalement, une bande d'écervelés, sans mérite, tricheuse, dangereuse. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ose Jehanne. C'est foutu. Il n'y a qu'un seul chemin vers la grande finale, annonce Muriel. Oh non! Somme Jehanne. Non, non, non! Baladine! Commence à chanter l'autre avant de se faire interrompre. Pas question, abonde Jocasse. On ne sortira pas de là, maugrit Jehanne. C'est nos têtes sur le billot, geint Jocasse. Moins un argument qu'une observation. Mais la meneuse s'esclave, retourne à ses rênes. Mais Vive comprend, les gribouillis sur l'affiche, le plan tel que prévu, le dernier village de l'Interland. Piège à con, passez tout droit, mauvaise idée. Non. Chapitre 7. Le Seigneur des terres dans son infinie générosité. Voyez-vous comment je m'occupe de vous? Entame une voix grasse, bouillonnante de flegme.
Le grand hall est plein à craquer. De longues tables sont alignées par douzaines, perpendiculaires à la scène, qui surplombent le reste. Les murs de pierre sont ponctués de foyers dont les feux grondent, maintenus à grandes flammes, bûche par-dessus bûche. Au centre du hall, une plateforme surélevée sur laquelle trône le Seigneur des terres, cerné d'une pauvre boniche effacée, qui doit être sa femme, et d'un morpion agité, aux yeux écarquillés, qui doit être son fils. Aimez-vous le spectacle que je vous offre dans mon infinie générosité? Silence total. Il doit y avoir au moins 500 convives attablés au festin, et ils fixent leurs assiettes, la tête basse, sans dire un mot. Voilà! Jubile le Seigneur des terres, satisfait de la réponse. Vive scrute depuis l'arrière-scène, ahuri. Toutes les femmes sont vêtues jusqu'au cou, boutonnées, lacées, recouvertes du bout des doigts jusqu'aux oreilles, des tissus ternes, beige et ample. Même leur tête est couverte d'un simple bonnet qui leur cache les oreilles. Pas une mèche de cheveux déplacée, pas un brin de peau, pas un soupçon de maquillage. Pas un sourire. Les hommes ont la même mine défaite, avec un uniforme, la tête rasée, comme le Seigneur des terres. « Leurs assiettes !» murmure Vive, de l'autre côté des rideaux. « Oh, les salauds !» Son propre ventre gronde. Tous ces plats luisants, ces victuailles entassées sur les tables, autant de potages, confits, sauces, crèmes. Des viandes que Vive n'aurait jamais mangées. Toutes sortes de canards, cailles, venaisons et autres créatures saignées pour l'occasion. Mais aussi des légumes frais, du pain à peine sorti du four, des beurres de noix. Un festin obscène, tandis que la moitié de l'Interland crève la dalle, que les récoltes moisissent. Et les convives n'en touchent rien. Certains se mordent la lèvre, d'autres serrent la mâchoire. Quelques braves tiennent même une fourchette serrée, les jointures blanches. Vive peut sentir des cœurs battre à tout rompre. Ils ont faim. Comme elle a faim. Et tout va se gâter, finira sûrement balancé au cochon ou dans quelque fosse à ciel ouvert, pour les rats. Pas une traître bouchée. Mais le Seigneur, lui, se goinfre. Le festival n'était pas sécuritaire. Non, non. Insiste-t-il, brandissant une patte de dinde comme un maillet. Avec les sorcières, les malfrats, les horreurs et toutes sortes de troufions rôdant aux alentours. Oh, mais est-ce que nous allions rester ici, bien à l'abri, sans agir pendant que nos comparses risquent leur vie? Voyons donc. Moi, je leur ai offert une meilleure scène, un meilleur auditoire et une demeure où elles pourraient, où elles devraient rester. Au moins l'hiver. À la possibilité, l'estomac de Vive tourne à nouveau. Juste une douleur qui s'ajoute aux autres. Bien sûr. Continue le Seigneur entre deux gorgées de vin épicé. On ne pourrait pas s'attendre à tant de gentillesse de la part des diables de Lens ou Malice. Pas. Croupis dans leur château, derrière leurs remparts, comme des araignées. Est-ce qu'ils daigneraient jamais porter main forte à nos malades, nos veuves, nos éclopés? Est-ce qu'ils tendraient même l'oreille, passer leurs grandes fanfares cacophoniques pour entendre nos pleurs? Il trempe un biscuit dans une jarre de caramel salé. Égoïstes! Ils ont toutes ces machines, ces médicaments et ces savoirs. Qu'est-ce que ça serait de partager un peu? Mais est-ce qu'ils sont trop occupés, hein? Trop absorbés par leurs hallucinations, leurs obsessions, leurs fantasmes? Le biscuit n'est pas à son goût. Il grimace, recrache le tout dans la jarre, suivi d'une coulisse de bave. La marée les emporte. On n'a pas besoin d'eux. Nous,
À nous, au moins, on comprend la valeur de la retenue. On sait que toute nature, par définition, veut notre mal. La nature humaine, la nature sauvage, toutes des pièges réellement conçus pour tester notre caractère, juger notre valeur, notre capacité à dire non. Non aux envies trompeuses, non aux contrées sauvages, non à la chair décadente. La phrase lui vient comme une grande réalisation, une épiphanie. Par notre refus, nous sommes forts. Dans l'arrière-scène, Muriel fait signe de la tête aux autres baladines. Bonnes gens! Sa voix 1000 fois plus puissante, tandis qu'elle fait éruption hors des rideaux. Vive expire, enfin. Merci. Or, lorsque l'aria courtisane débute, une autre réalisation vient la frapper. Ces vers viennent de prendre un tout nouveau sens. Cet appel à la liberté, au désir débridé, ce qui était simplement coquin dans un champ sous les étoiles devient tout à coup, entre quatre murs en pierre, effronté, subversif, confrontationnel, possiblement mortel. En un sens, Viv a déjà vu tout ça. Ils finissent par se confondre, ces petits chefs qui se mesurent la queue. Ce verbiage, ces concepts, c'est du vent. Les mots changent peut-être, mais, en bout de ligne, c'est les bouseux qui souffrent. Et le Seigneur ne sera jamais satisfait parce que le contrôle n'est pas une finalité, mais un moyen. C'est aussi, réalise Viv avec horreur, l'unique raison pour laquelle les baladines performent ici. Ce soir, pas pour leur talent, leur manège ou leur charme, mais pour le prestige. Rien qu'un autre trophée à clouer au-dessus d'un foyer. Et merde, échappe-t-elle. Néanmoins, qu'importe le risque et le malaise généralisé, Muriel chante avec la même complicité, la même conviction pénétrante. Inébranlable. Si les 500 convives restent collés au repas qu'ils ne peuvent manger, ils n'osent pas non plus lever les yeux vers le haut de forme de Muriel, ses lèvres en cœur, son bustier. Mais ils doivent certainement l'entendre. « Je sais pas comment elle fait, » murmure Viv. « L'ignorance est la mère du courage, » chuchote Jocasse, lame en main, prête à rouler sur scène ou à se battre. Ou alors, complète Jehanne, qui ne tient pas en place. Notre meneuse, c'est quelque chose qu'on ne sait pas. Viv se souvient que les gens de Lance aux Malices sont indirects, qu'ils manigancent toujours des plans à l'intérieur d'autres plans. Mais est-ce que ça s'applique aussi aux exils? Le Seigneur est parti de rien, explique Jocasse. Mais il a reçu l'appui de Lance aux Malices pour garder le contrôle dans la région. Maintenant qu'il a réussi, les guildeurs le snobent. Tu vois sa peau jaunâtre, son foie l'abandonne. Ah, il aurait dû pratiquer ce qu'il prêche. Il verra pas le prochain hiver et son fils comme n'importe quel petit parvenu qui a rien mérité aura tôt fait de dilapider la place. Alors tout ce que tu vois, précise-t-elle, en pointant les murs, le festin, le hall au grand complet, va brûler à son tour. L'on sous malice, ajoute Jehanne, ne laissera personne dans l'Interland amasser trop de pouvoir. Heureusement pour nous, ça veut aussi dire que les oreilles de la nécropole sont tournées par ici. C'est notre chance d'attirer son attention. Entendant le dernier, fleur selon floraison, délice à sa façon, Viv s'empresse d'empoigner son tambour et s'accroche à la familiarité de la routine, comme si sa vie en dépendait. Chapitre 8. Lance aux malices. Plus vite! S'écrie Muriel.
déjà dans le voilier. Viv boite sur le quai, une jambe ensanglantée, épaulée par une Cataline aux lèvres bleues. Jocasse et Jehanne, écorchées et couvertes d'échymoses, ferment la marche, arbalète en main. À bout de souffle, elle scrute l'orée des bois, voilée par la brume. « Allez! » Muriel, son maquillage délavé par la pluie verglaçante, œil au beurre noir et lèvres fendues, a déjà balancé les bagages et levé les amarres, retient la barque d'une seule corde à moitié pourrie. Un vieillard, Crépin, s'affaire à déployer la voile, agacé et complètement désorganisé. Entre deux manœuvres, il ajuste sa tuque nerveusement et jure à travers sa barbe hirsute. « Se fait pas! » grommelle-t-il. « Maudite affaire de pas d'allure! » Viv et Cataline s'élancent enfin, ou plutôt s'écroulent dans le bateau, suivis de Jocasse et Jehanne, qui ne quittent jamais la berge des yeux, même lorsqu'elle est engloutie par l'épais brouillard. Le duo saigne d'une demi-douzaine d'éraflures, mais monte la garde, bras tendus à travers des lainages déchirés. Quand le vieux Crépin s'assoit à la barre, il n'a que faire de regarder au-dessus de son épaule, principalement en colère contre les baladines. En plus que même pas de bonjour. Viv essuie les larmes de ses yeux, puis son nez du revers de sa manche, et tente de se ressaisir quand un cri étouffé s'échappe de sa gorge. « Je m'excuse !» fait Muriel, après avoir arraché le carreau sans avertissement. La tête de flèche est pointue et étroite, conçue pour passer tout droit. « Il nous voulait vivantes !» murmure-t-elle du bout des lèvres. « Gâchez mon déjeuner !» en profite le vieux Crépin. Pendant que Muriel nettoie et panse la plaie, Viv vacille. Cette dernière n'arrive pas à se concentrer pour arrêter le saignement, épuisée. Chacun de ses nerfs endoloris élance, du bout des orteils, à moitié gelés, jusqu'au bout de ses oreilles. Machinalement, elle tâte ses vêtements pour trouver la fiole de rance, se rappelle vaguement ce qui est arrivé, et s'esclave de rire. « Sacré pouille !» échappe Crépin. Là, le capuchon de l'abomination découvert un moment, les veines noires comme des branches mortes, sur les tempes et la nuque, bien visibles entre les mèches noires et le sang séché. Avec ses yeux rouges, il n'y a pas de doute. Crépin secoue la tête, détourne le regard, fait comme s'il n'avait rien vu, non pas sans former, du bout des lèvres, un nouveau sacré bouille. « Merci !» lui lance Muriel. « On va te dédommager, t'inquiète. Pour ça et tout le reste. » Crépin hoche de la tête, vaguement insulté. Qu'importe le risque de transporter ce genre de personnes ou le danger de l'opération, aucune montagne de perles ne vaut la peine de courir comme ça avant d'avoir bu son café. Et, tout à coup, le silence. Distraitement, les baladines inspectent, s'assurent que personne n'a de blessures sérieuses, font l'inventaire de leur équipement, ce qu'elles ont pu rescaper. Pas un mot sur la décision d'abandonner le carrosse, leur seule et unique demeure depuis 8 mois, dans les collines, et les pauvres picouillent à leur destin. Il n'y avait pas eu de temps pour débattre, la voie barrée par une douzaine d'arbres sciés en travers du chemin. Va savoir pourquoi le Seigneur des Terres, dans son infinie générosité, avait finalement choisi de tenter la capture en dehors du village, plutôt qu'au hall, et comment il avait pu orchestrer le tout à temps, si ça n'était pas déjà son plan depuis le tout début. Le salaud! Toutes se souvenaient trop bien du regard perfide, soudainement intéressé, quand le despote avait vu Cataline performer. Tout s'était passé si vite, des lanternes dans la forêt, encerclées.
Dans l'espace d'un souffle, les baladines avaient remballé et chargé dans une seule direction, l'ouest, vers l'océan. Se taillant un chemin à travers les brutes, s'écorchant sur les pics acérés des aubépines, dérapant dans les ténèbres verglacées, puis de la rivière vers l'océan, toujours. Personne ne savait exactement quand elles avaient perdu Viv, quelque part à travers la mêlée, ni comment cette dernière les avait finalement retrouvées. Des heures plus tard, un carreau à travers la jambe et le visage couvert de sang, et pas le sien. Un flocon tombe. Maintenant. Valsant du ciel gris, puis dans les brumes, jusque sur le petit voilier rapiécé qui vogue au milieu de l'éther, suspendu dans le temps. La première neige de l'hiver. Viv reste écrasée au rebord, à moitié consciente, hypnotisée par les flocons, jusqu'à ce qu'une mélodie fantomatique vienne peu à peu la tirer du songe. L'étrange musique se réverbère à travers la baie. Des harmonies ensorcelantes, ponctuées par des rythmes envoûtants, tous transportés par le vent du large. Puis, graduellement, inéluctablement, elle se dessine dans le brouillard. Les tours sinistres, érigées par dizaines, tordues à des angles impossibles, courbées vers le ciel et acérées comme autant de griffes. La terrifiante, la merveilleuse, lance aux malices. Off. Fait Crépin. Puis comment est-ce que c'est qu'ils vont vous laisser entrer, hein? Chapitre 9. La grande finale. D'un maillet de fortune, Viv sonne le seau en bronze tout cabossé. Elle profite de l'entracte pour boitiller péniblement entre les sièges capitonnés et les tables finement sculptées, blottie au fond de sa pèlerine rapiécée de misère, masquée avec de la dentelle, capuchon taché rabattu sur le front. Les pans de la cape effilochés, refermés tout juste pour laisser sortir des gants troués. Elle sillonne comme une ombre parmi les gardes aux armures pointues et incurvées, aux tissus et métaux indescriptibles. Il protège la crème de la crème, chef de toutes les guildes rassemblées. Hommes et femmes extravagants, puissants, vêtus et ornés, crêpés, parfumés, mais terriblement blasés. Et à leur centre, le premier officier, le plus sobre du lot, vêtu d'un simple manteau grège, sans parure. Malgré son âge impossiblement avancé, cheveux blancs, rides, taches, très affaissés, il impose de sa présence singulière, assis devant la scène et probablement le seul qui démontre quelque intérêt, flanqué à droite et à gauche par les guildaires qui bâillent aux corneilles. Surtout, maintenir le rôle. Impuissante devant les symptômes, ses yeux injectés de sang, paupières boursouflées, elle ne peut retenir quelques regards furtifs et larmoyants vers l'opulence de cette salle qui semble, pour tout ce qu'elle en sait, n'être qu'une énième salle opulente parmi tant d'autres dans l'infini dédale de tours, d'ailes, de remparts, de coins secrets. Rien n'a de sens, d'ailleurs. Il n'y a pas de foyer, et pourtant toutes les pièces sont agréablement chaudes, aucune lanterne, mais des cristaux lumineux, chatoyants. Tout est étrange, jusqu'aux murs sculptés de motifs hypnotiques, couverts de toiles irréelles, représentant des paysages hallucinés, des personnages inhumains, dans divers états de découvrement. Submergé par tant de détails, le regard de Viv fuit instinctivement vers les grandes fenêtres, leurs vitraux intrigants aux mille couleurs vives, entr'ouvertes sur la cité et sa canopée de pignons,
le jeu de lumière surnaturelle et le carnaval qui se joue des centaines de mètres plus bas, dans les tréfonds de la nécropole, avec sa musique éthérée et séduisante. Bonnes gens, Entame enfin Muriel. Qu'à cela ne tienne, Muriel fait face, seule sur les planches, avec son mandoloncelle égratigné, son chapeau haute forme échancré, ses bottes hautes usées et sa redingote ravaudée. Néanmoins, les manches cernées de dentelle dissimulent encore sa cicatrice. Depuis le fond plâtré, les lèvres en cœur noir et le motif d'ailes de papillon bleu turquin, la meneuse projette sa voix. le cirque des Baladines Continue-t-elle. est heureux d'accepter votre invitation. Nous avons traversé l'Interland, offert 100 représentations et bravé 1000 dangers. La route fut longue et ardue, mais Pour une fois, Viv reconnaît un brin d'hésitation dans l'intonation normalement parfaite, un certain trémolo dans le ardu. Mais certainement, aucun des diables ne s'en rendrait compte. c'est un réel plaisir de vous offrir mélodie, merveille et chaos. Viv se réfugie dans l'arrière-scène, tente de tamponner ses yeux larmoyants, quand la douleur la surprend et la contraint à s'agenouiller. « Ça va? » murmure Jocasse. Les filles sont toutes prêtes. Pour la première fois dans l'histoire des Baladines, il y a une arrière-scène avec des loges, des tables, des crochets, des miroirs, des cabinets, des plats raffinés et carrément indicibles. De l'eau, du vin, tout le confort dont elles auraient besoin. Un traître luxe. L'aria courtisane se déroule sans heurts et sans effet. Il va sans dire qu'aucun des diables ne participe. D'ailleurs, quand la chanson est terminée, il résonne un bâillement particulièrement audible et forcé. Scrutant à travers les rideaux, Viv aperçoit le clapotis mou de toutes ses mains délicates, fines, sans cicatrice aucune, sans callosité ou corne, des mains qui n'ont jamais pioché la terre, ou torché, ou travaillé pour vrai. Pire encore, la moindre parure, le plus vulgaire bijou suffirait à nourrir tout un village l'hiver durant. Et Viv réalise que ce soir, ce sont elles, les Baladines, qui sont les bouseuses. Jehan et Jocasse sont déjà roulés sur scène, et puisque les gardes ont confisqué leurs lames, s'élancent avec des répliques en bois. L'action frénétique des estocs et des parcelles dénudées réussissent tout de même à garder l'attention des hôtes et hôtesses, ne serait-ce que quelques minutes. De retour à l'arrière-scène, Muriel entame une dernière inspection d'un sérieux mortel, gesticule et fait des signes de la tête, s'assure que tout est prêt pour la suite. La suite. Là-bas, assis confortablement, deux chefs de guilde parlent tout bas, observent Jehan et Jocasse lorsqu'elles terminent leur numéro et quittent, maintenant nus, leurs cicatrices apparentes, et l'un tente de contenir un fou rire. Un fou rire. Muriel ouvre la bouche pour parler, puis hésite. Maintenant ou jamais. Les mots ne suffisent pas. À la place, elle offre un simple sourire narquois à toutes ses camarades assemblées avant d'enfiler son mandoloncelle, inspirer à plein poumon et affronter l'anse aux malices. Une dernière fois. Bonnes gens, Le mandoloncelle résonne, ses notes tendues, mystérieuses, en mineur, irrésistibles. vous avez entendu les rumeurs? Un silence de mort tombe tout à coup sur l'auditoire. Capturés Le moment tant attendu. ou transformés? Le clou du spectacle.
par les horreurs. Lorsque Cataline s'invite sur les planches, marchant sur les mains, la curiosité des diables est déjà piquée. Une sorte d'amusement, au début, puisqu'il ne peut s'agir que d'une supercherie élaborée. Quelconque acte désespéré d'une gueuse de l'Hinterland pour se sauver de la faim et de l'hiver. Et qui pourrait lui reprocher? Pathétique. Un bel effort toutefois. Mais il ne saurait se l'expliquer, à bien y penser, comment cette danse aléatoire progresse, avec ses gestes saccadés, cette lascivité, ses yeux laiteux. Jusqu'à ce que le premier cri résonne dans la salle. Une survivante! Toutes ces voix râpeuses, mêlées en une seule chorale, ces chuchotements moites à leurs oreilles, ces vibrations qui se réverbèrent et leur secouent le crâne. Une survivante consciente. Le premier officier indique aux gardes, alertés, de ne pas intervenir. Tous les chefs de guilde murmurent maintenant, certains incrédules, certains émerveillés, d'autres carrément bouche bée. Le potentiel. Abasourdis, ils n'applaudissent même pas lorsque le numéro achève et Viv remplace Cataline solennellement. Certains guildaires quittent subtilement la salle, leur garde avec eux. Les possibilités. Voyant que le premier officier est encore assis, les derniers guildaires l'approchent et spéculent, stupéfaits. Personne ne porte attention à Viv, qui avance maintenant. Boite, seule, rien qu'une ombre dont tout le monde se fout. Sous la mélodie hypnotique, elle retire un gant après l'autre. Et, sans attendre, lève les mains. Et ni le premier officier, ni les guildaires, ni les gardes ne remarquent quand elle tient une aiguille à coudre. Et perce sa paume. L'effort absorbe tous les sens de Viv. En l'absence de rance dans ses veines, la douleur mine sa concentration. Elle n'entend plus. Même sa vision s'obscurcit. Il ne reste rapidement que ces effluves écarlates, ces gouttes qui se meuvent et prennent forme, tourbillonnent et s'élèvent. Tellement plus difficile d'utiliser son propre sang. L'effort est insupportable. La blessure dans sa main, ce n'est rien comparé au reste. Heureusement, avec la douleur distincte viennent les souvenirs. Et Viv s'y accroche désespérément. D'abord, ces brutes du Seigneur dans les collines, les 3 salauds qui avaient criblé les buissons de carreaux, puis traqué leur proie comme une biche. Au bout de ses forces et au bout de ses larmes, Viv avait finalement avalé le reste de sa fiole de rance et attendu, grelottante, le dos à une paroi rocheuse. Dans l'obscurité, les brutes n'avaient pas tout de suite remarqué le maquillage coulé, les veines noires sur ses tempes. Trop tard. Des voix surgissent maintenant, lointaines, aux limites de sa périphérie. Viv les entend à peine. Des guildaires inquiets ordonnent la fin du spectacle. Ce n'est plus drôle. Des gardes dégainent leurs épées, d'autres encochent des arbalètes. Préoccupés. Comme la veuve qu'il avait adoptée 5 ans plus tôt. Une apothicaire d'un hameau du Sud qui avait surpris des enfants à lancer des pierres à Viv, affligée de la même maladie. Abomination, sorcière de sang. C'est fou la quantité de connaissances que la dame avait pu lui enseigner avant d'être découverte à son tour. Fuir, toujours fuir. Les vitres volent en éclats. Quand le cri de Cataline surgit à nouveau, c'est le hurlement des tréfonds, le vrai, celui qui avait secoué Trou-de-Bouette en entier. Garde et guildaire tombent à la renverse. Éphémère.
Comme ces floraisons estivales, la façon dont les champs d'amarante de la fermette semblaient s'enflammer de pourpre et d'écarlate. Depuis 3 générations, sa famille cultivait le sol. Il y avait de l'amour et de l'intelligence dans chaque pied carré. L'été, quand la douleur dans ses joints était trop intense pour travailler, Viv pouvait aller se baigner dans la rivière. Le soleil d'après-midi filtrait à travers la roue du moulin. Jusqu'à ce qu'un petit chef s'installe, vraisemblablement sorti de nulle part, avec des ressources et des perles et des brutes sans fin, et proclame, au bout de longs discours creux, que tout ça, le hameau, la fermette, les villageois, était maintenant sa propriété. Le jour de l'incendie, seul Viv avait survécu, plongé dans la rivière, regardant les pétales s'envoler en fumée avec des yeux larmoyants. Amarante. Les fleurs de sang sont suspendues dans l'air, 12 maintenant. Amarante. Dans un effort surhumain, Viv les retient tous, un moment seulement, les fleurs, ses souvenirs, sa souffrance, sa colère. Et puis, d'un seul geste, elle referme sa paume meurtrie. En un point. Chaque pétale écarlate se cristallise et se détache, projeté à une vitesse meurtrière dans un arc vers l'avant. Des milliers de petits projectiles acérés, criblant toute la salle, envoyant des éclisses de bois, des fragments de métal, des éclats de vitraux et des giclées de sang chaud. Quand Viv s'écroule sur la scène, c'est le signal pour les autres baladines, qui fondent sur les spectateurs meurtris. Ouvrant la charge, Muriel se vautre sur le premier officier. Même criblé de toutes parts et sanguinolent, son regard ridé continue à chercher, à évaluer, à tenter de comprendre. Quel avantage tirer? Comment exploiter? Jusqu'à ce qu'il aperçoive là Muriel qui lève une patte de chaise bien haut. La cicatrice d'exil tout à coup apparente. Pas de mise en scène ou de grand théâtre cette fois-ci, malgré l'humiliation, la faim et la souffrance. Juste une promesse, enfoncée dans un crâne. Jeanne et Jocasse flanquent Muriel et s'occupent des gardes. Elles n'ont plus de vêtements, ni de masques, plus besoin de cacher quoi que ce soit. Tout en balafres, en muscles et en poings serrés. Personne ne s'est demandé d'où viennent les cicatrices, au juste, et pourquoi elles ont dû apprendre à se défendre. Rapidement, toutefois, les 2J extirpent des larmes sanglantes de corps inanimés et font leur chemin, pirouettes, feintes et estoc. Pas à pas, garde en garde, jusqu'à ce qu'il ne reste que des chefs de guilde, et tous les merveilleux habits, et tous leurs magnifiques bijoux. Aux portes, verrouillées de l'extérieur. « À l'aide !» tente-t-il. « À l'aide !» S'il faut mourir quelque part, songe Viv, c'est quand même joli ici. Affaissé sur la scène, le temps semble gelé. Trop faible pour fuir cette fois. Juste un petit repos. Elle gît, chaque inspiration une éternité, à peine consciente de la mêlée et de l'agonie aux alentours, de la cohue qui s'estompe peu à peu. L'impression d'être seule au monde, comme toujours, peu importe ce qu'elle a pu accomplir, ceux et celles qu'elle a secourus, ces quelques moments de courage. Toute seule, même à la fin. Personne ne peut vraiment espérer autre chose, pense-t-elle. Par les vitraux explosés, Viv se résigne à contempler la nuit hivernale, les pignons pointus des tours innombrables, et, au-delà, le ciel étoilé, l'infinie nébuleuse. Son regard se perd, non pas dans les lueurs trop vives et brûlantes, mais dans la toile de fond, l'interstice,
là où tout est encore possible. L'espace noir entre les étoiles, le calme. Elle est blême, un murmure. J'ai vu pire. Une main douce sur son front et une autre main dans la sienne. Debout, Baladine! Des paupières enflées qui battent pour apercevoir, là, 4 amis, distinctement, sur la scène. La tournée des Baladines de Bruno Massé, lu par Caroline Doyon. Musique de Mathieu Bélanger-Landry. Technique et production, Catherine Lemieux-Lefebvre. L'équipe de production aimerait remercier toutes les personnes qui ont appuyé le projet.